Une rencontre s'est tenue ce jeudi sur le programme national de réinsertion socio-économique. Une soixantaine de jeunes à faible revenu de Conakry et Kissidougou sont concernés par cette initiative du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. À travers ce processus de réinsertion, le département veut contribuer à la réforme du secteur de la sécurité. 20 micro-projets ont été créés et accompagnés par 13 ONG guinéennes, Ominatou Sidibé et Tierno Sadouba. Cette rencontre vise à faire parler des acteurs. Ensuite, essayer d'en tirer les meilleurs enseignements pour enrichir la stratégie globale de la Guinée en matière d'accompagnement des populations les plus vulnérables. Ce programme a permis dans un premier temps à ces populations en situation de vulnérabilité d'épargner des ressources pour investir dans les activités économiques. Et je crois que de ce point de vue, c'est un véritable succès. On a estimé des montants relativement importants qui ont été injectés dans l'économie locale, des personnes qui étaient totalement marginales et qui ont pu être socialement remises en forme, redynamisées, développer des activités de riziculture, des activités de transport, des activités de commerce, etc., etc. Cette assistance a eu un intérêt capital pour les participants. Ce programme leur a permis d'être réintégrés dans la vie sociale et économique. L'intérêt qui est dans ces activités-là, 3x6, l'intérêt, il est vraiment capital. D'abord, ça nous a permis ici d'être réinsérés dans la vie sociale et maintenant nous sommes dans les activités économiques. Ce programme d'appui à la réforme du secteur de la sécurité va au-delà des aspects d'intégration déjà connus. Après les activités Hassimo, on a essayé d'épargner une partie des montants qu'on nous paye par jour. Après les activités de 104 jours de Hassimo, nous nous sommes décidés, les quelques-uns des participants là ont décidé de partir en groupement. Et dans la dynamique encore de ces activités, pour mieux nous prendre en charge, on a accepté de choisir les filières dans la préfecture de Kissidougou. Ce projet financé par les partenaires au développement est mis en œuvre par le ministère du Travail, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Une famille passe la nuit à la Belle Étoile à Amdalaï dans le secteur 2 depuis hier. Mercredi, pour cause, elle a été victime d'une opération de déguerpissement, dit-on, par des inconnus. Plusieurs objets ont été emportés lors de l'opération. Mariam Fodé Camara, Ibrahim Sori 5 Souma pour le reportage. La famille Nabé réside depuis 1965 à Amdalaï, secteur 2. Depuis 2006, elle est menacée de déguerpissement par des inconnus. Après 2 tentatives, l'opération de démolition a finalement eu lieu mercredi à la grande surprise de la famille. Des jeunes accompagnés de 4 pick-up de la gendarmerie et un huissier de justice sont venus entre 5h et 6h du matin pour l'opération. Des effets éparpillés dans la cour de la concession familiale. L'un des membres de la famille Nabé explique. C'est entre 2006 et 2007. Le tout premier attaquant est venu cette année. Il est venu dire qu'il s'appelle Alassane Diallo, qu'il est venu réclamer le terrain de son père, de lui rendre sa concession. Lui n'a aucun papier avec lui. Ce qu'il demande, c'est lui rendre le terrain de son père. Madame Nabé rappelle les circonstances dans lesquelles son mari a obtenu ce domaine. Mon mari vendait les noix de cola à Madina. Il est resté à chercher une maison en location. Les gens l'ont conseillé à payer un terrain. C'est comme ça qu'il a eu ce domaine. Quand il gagne un sac de ciment, il vient travailler. L'un des notables du quartier voisin à la famille témoigne. Le 23 août 1965, j'ai habité Amdalaï. Mais j'ai trouvé mon grand frère Bakar Foudi à Conakry ici. Je l'ai trouvé aussi à Amdalaï ici. Si on entend que la concession là appartient à une autre personne, ça nous surprend. Nous demandons au président de la République de venir en secours. Nous avons joint au téléphone le chef de quartier mis en cause dans ce dossier qui nous a confié qu'il n'est ni de près ni de loin mêlé à ce problème.
Ailleurs dans le monde, les familles des 2 Kenyans tués lors d'une attaque contre un hôtel de Nairobi enterrent leurs proches. Le président kenyan Uhuru Kenyatta a confirmé que les 5 hommes armés derrière l'attaque sont maintenant morts. L'attaque a été revendiquée par le groupe somalien Al-Shabaab lié à Al-Qaïda qui vise le Kenya depuis que le pays a envoyé son armée en Somalie en octobre 2011 pour combattre le groupe djihadiste. Suivez. It's devastating. It's very sad. You know, it's one moment you're with someone, the next moment you are here to send them off. It's a very raw moment for us here and for the whole office. We could only pass our message of condolences to the families and wish them God's grace and strength. They were bright young people who had a really super great future. I'm saddened that this terrible people, these evil people, have cut the lives of these young people at their peak. Nataka Wakenya wajue ya kwamba sisi wote kwa jumla kama sini Wakristo, Wahindi au Waislamu tunauliwa na hawa watu, and we have to be united against this terrorism. Tusibagwane ya kusema kwamba huyu ndio terrorist. À la frontière mexicaine, au bord du Rio Grande, la ville texane de Laredo dépend de ses relations avec le Mexique, alors que les échanges entre les 2 rives font partie de la vie quotidienne. De nombreux habitants craignent l'arrivée du mur voulu par Donald Trump. Dans la ville frontalière de Laredo, au Texas, les commerces dépendent de leurs clients mexicains. Je suis venue ici faire quelques courses pour des choses que je ne peux pas acheter dans mon pays ou dans ma ville. À quelques mètres du Mexique, dans les boutiques, la rhétorique de Donald Trump sur les migrants fait grincer des dents et inquiète. Ici, faire un mur, c'est un recul, c'est un recul. Un mur, c'est un pas en arrière qui va nous affecter économiquement, socialement, moralement. Ça va beaucoup nous affecter. Chaque jour, 17 000 personnes franchissent à pied le Rio Grande pour traverser la frontière. De nombreux habitants de Nuevo Laredo, côté mexicain, bénéficient d'un visa spécifique pour se rendre aux États-Unis. Ils sont travailleurs, acheteurs ou même écoliers. Et les Américains aussi tirent profit de la proximité de la frontière. Nous sommes nombreux à nous rendre de l'autre côté pour aller chez le médecin, et ça nous revient moins cher. Même les médicaments sont beaucoup moins chers qu'ici. À Laredo se trouve le plus grand port commercial terrestre des États-Unis. 200 milliards de biens y transitent chaque année. Pour le maire indépendant de la ville, garder une frontière ouverte est vital. Nous n'avons pas besoin d'un mur physique, nous sommes pour un mur virtuel, c'est-à-dire avec plus de technologie, plus de personnel. Il faut nettoyer la végétation dense au bord de la rivière pour que les patrouilles à la frontière aient une vue dégagée. Avec une population à 95% hispanique, les habitants de Laredo partagent la culture de leurs voisins mexicains. Entre 2 peuples uniquement séparés par le Rio Grande, une nouvelle barrière est difficile à imaginer. L'actualité sur les gilets jaunes en France, la désillusion d'anciens mineurs dans l'Est, les ronds-points, j'en ai fait le tour, leaders frustrés ou manifestants désabusés. Ils ont participé à l'essor du mouvement des gilets jaunes dans l'Est de la France. Ils prennent aujourd'hui leur distance, parfois sous les insultes et les menaces. Suivez. Je risquais d'avoir une récidive et de partir 2 mois en prison. C'est peut-être pas l'idéal pour une mère de famille. Donc j'étais un peu prise, pieds et poings liés avec cette peine judiciaire. Son retrait est perçu comme un abandon pour certains gilets jaunes. Les insultes pleuvent sur les réseaux sociaux.
C'est facile de critiquer les gens et de les descendre. Il y en a qui ont pris ça pour une trahison, il y en a qui ont pris ça pour un mépris, alors que pas du tout, en fait, c'était pas du tout ça. Ce que je voulais dégager, c'était pas du tout ça, j'avais pas fait tout ça pour rien. Dès le 2 novembre. Mais critiques et menaces sont vite apparues pour cet ancien candidat malheureux aux élections départementales de 2015. De menacer une personne, oui, pour des idées qui sont différentes, alors que moi je prône que le respect, la tolérance, et je me suis levé pour défendre les plus faibles, oui, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre. Contre les violences et parce que les commerçants locaux souffraient trop des blocages, le Dolois n'a pas soutenu. Fiers de leur engagement, Fabrice Schlegel et Céline Roy ont été rejetés par une partie du mouvement qu'ils ont contribué à créer. Sans doute dépassés par la tournure des événements, ils déplorent que les Gilets jaunes n'aient pas eu la volonté de se structurer encore plus et d'éviter les violences qu'ils considèrent inutiles. Moi, je pensais réellement qu'on pouvait avancer et faire avancer la chose avec le dialogue. Maintenant qu'on casse tout, et surtout pour tout repayer après, c'était pas dans mes objectifs, ça c'est clair. Céline Roy a perdu son emploi et son permis de conduire à cause de son engagement. Aujourd'hui, elle a rejoint la France Insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon, et n'exclut pas de se présenter aux prochaines élections municipales. Fabrice Schlegel espère encore que les Gilets jaunes vont se structurer, même s'il a pris ses distances. Tous deux vont suivre le grand débat national qui s'ouvre, sans trop y croire. Et voilà qui met fin à cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction et celle technique. Surtout, restez avec nous. Nos programmes continuent sur Espace TV. Au revoir.